Quand on pense à l'intuition, on le met en rapport avec, en général, quoi? Création, pour Bergson, c'est sûr. Perception forte, imagination. Ah, c'est intéressant, la raison. Effectivement, dans une forme de... Pour bien penser les choses, il faut aussi les opposer, voire les tensions. Donc on va travailler en fait dans une tension, effectivement, entre l'intelligence et ce que Bergson nous dit de l'intelligence et cette intuition qu'il va opposer pour mieux montrer leur intérêt et rôle respectifs. Hein, on pourrait dire comme science et philosophie ou métaphysique. L'intuition, ça nous dit quoi aussi par rapport à notre rapport au quotidien, au présent? On peut considérer que c'est une sorte de sixième sens. Voilà. Alors, ça nous sort de nos sens communs. Voilà. Parce que ça nous permet quoi? D'anticiper. D'anticiper. Le ressenti. Alors, c'est intéressant, ça ne va pas être la définition fondamentale de Bergson, pour l'intuition, justement, puisque chaque philosophe, là, on est en train de travailler sur... Alors, ça serait un paradoxe de dire que c'est un concept pour Bergson, parce qu'il va opposer aussi un peu la notion du concept avec l'esprit même, le sens même de l'intuition. Il mettra le concept plutôt du côté de l'intelligence, de la rationalité, de ce qui nous permet d'interpréter le monde à partir de quelque chose de fixe, alors que l'intuition, pour lui, sera évidemment liée du ressenti. Alors, quand on dit ressenti, c'est le ressentiment nietzschéen Non, c'est ressentir, je sais pas, je ressens, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose, je ressens un mal-être, par exemple. Tu le ressens. Ça veut dire que l'intuition, elle est où, elle est quand Une certaine spiritualité. Certaines spiritualités, oui, il va y avoir la relation d'intuition avec spiritualité. Elle est où, elle est quand? Elle n'est pas palpable. Eh oui, elle n'est pas dans le domaine de l'espace. Voilà, rationnel. Elle n'est pas Rationnel. volontaire. Ouais, intéressant. Oui. Elle échappe à la raison. Ou en tout cas, comme dira Bergson, et on va y revenir, l'évolution, pour ceux, peut-être certains étaient là pour, quand on avait traité de l'évolution créatrice l'année dernière avec Bergson. Effectivement, il y a dans cette question d'évolution, de la réflexion sur l'évolution, il est dans tout le siècle ou le moment de la réflexion sur Darwin, Lamarck, à la fois une forme de finalisme, de mécanicisme par rapport à l'évolution. Et donc, on voit souvent cette évolution comme un développement, et ce qu'elle a été, une adaptation, un développement, une fabrication d'outils, une capacité de dégager l'intelligence. Et il mettra le doigt sur le fait que le développement de l'intelligence n'est qu'une branche. On a développé une branche possible, mais on aurait pu tout à fait développer un autre mode de relation au réel, une autre perception du réel. Alors, par rapport à la réflexion, par rapport au travail de l'intelligence, il y a effectivement derrière ça quelque chose qui est lié au temps. C'est-à-dire, généralement, dans nos vies, si on prend quelques exemples, on réfléchit plutôt après l'action. Ça dépend. Il y en a qui réfléchissent tellement avant qu'ils n'agissent jamais non plus. Bon, il y a tous les cas de figure. Mais effectivement, la réflexion, c'est quelque chose qui nous décale par rapport au moment présent. Soit je réfléchis pour anticiper, pour prévoir, pour essayer de voir par rapport aux données présentes, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat. Si je suis scientifique, je vais rechercher les causes, les lois, ce qui permet de faire que le monde qui nous entoure soit prévisible. Puisque, n'étant pas tout à fait armé de la même force que les dinosaures ou les carnassiers actuels sous différentes formes, Des noms. l'homme a
comme ça une nécessité pour survivre de développer une intelligence dans le sens d'une capacité d'adaptation. Et pour s'adapter, il faut faire des scénarios. Il faut dégager des stratégies, mettre en place des tactiques. Ça va ? Ou une fois que l'action est passée, en sortir comme ça des conclusions, des choses qui pourraient nous donner des informations pour préparer l'expérience suivante en, diraient les Grecs, rusant. L'homme a besoin de l'intelligence pour bluffer la nature. Le grand héros Ulysse, on en parlait, celui qui dit « Quel est ton nom ?» Personne. Il essaye de rouler le cyclope dans la farine. Il utilise l'intelligence pour mentir. Mais ça ne s'appelle pas mensonge en grec, ça s'appelle métis. Ruse, intelligence rusée. Vous vous rappelez, Métis qui se transformait, qui prenait toutes les formes, que Zeus va lui dire « Mais tu ne peux pas te transformer en une goutte d'eau », il va l'avaler et il va donner naissance à, qui va naître toute casquée, Athéna. Je vois que il y a une connaissance quand même grecque puissante ici, dans cette belle ville de Marseille. Athéna, oui, à la fois la déesse de l'artisanat, la construction de l'outil, de tout ce qui va nous permettre de trouver des intermédiaires par rapport au monde qui nous entoure, de transformer la nature par notre intelligence, et en même temps la puissance politique d'organisation. C'est une tête. Elle va sortir d'ailleurs de quel endroit chez Zeus ? De la tête. De la tête. On ne peut pas l'empêcher de sortir, cette intelligence rusée, elle va sortir de la tête de celui qui a le pouvoir. Ça va ? Donc l'intelligence nous donne un pouvoir sur le monde. Elle donne une capacité de déjouer ce qui semblait hostile ou la force qui joue contre l'homme lui-même. Donc, merveilleuse intelligence qui nous permet d'être là en termes d'espèce. Intelligence, dans le sens, cette capacité d'avoir développé l'adaptation nécessaire pour être prêt à pouvoir cuire dans le réchauffement climatique tranquillement. Non, pardon. Pour pouvoir être prêt à vivre harmonieusement avec la nature, bien sûr. Ça va ? Donc, effectivement, il va y avoir un rapport directement de l'intuition avec le temps, puisque l'intelligence, elle est toujours après, pour essayer d'être avant, de préparer. Elle est toujours décalée. Elle n'est pas dans un travail de l'instant présent. Ça va ? Et donc, on est avec Bergson face à une intuition qu'il a eue. Il dit qu'un philosophe a généralement une idée forte. Il va avoir l'intuition, mais c'est pas si décalé, on verra, de Nietzsche, de Schopenhauer, mais aussi quelque part de Pascal. Il y a des choses qui les relient. Mais comme il dit, on relie les choses après coup. Fait de l'œuvre d'un philosophe, on dit « Ah bah c'est normal qu'il ait écrit ça, ensuite ça, ensuite ça ». On essaye de faire comme ça l'exégèse de l'œuvre de Bergson en disant « Ça succède, c'est logique, c'est un système ». Et on aime bien les systèmes, parce que ça permet quoi, le système ? De le recopier. C'est rassurant de le recopier, ça permet de recopier les éléments, c'est très rassurant, on peut le recopier. C'est comment ? Une vision de système, un élément rassurant, pardon, structurant, fermé, oui, dans les deux sources de la morale et de la religion, on va avoir toute cette question de l'ouvert et du fermé chez Bergson, donc c'est fermé,
Et donc, généralement, quand on est une femme ou un homme de système, on cherche à ce que les choses, elles, rentrent dans le système. Hein. Toute la base de l'intelligence, qui essaye de tout prévoir, de faire, c'est comment ça rentre dans le système. Quand ça rentre pas, on prend un chausse-pied parfois. Hein. Et là, on observe un bon scientifique, c'est qu'effectivement, au lieu de chercher le chausse-pied pour absolument le faire rentrer, il se dit, tiens, il y a quelque chose qui ne répond pas à cette loi. Il y a quelque chose qui m'échappe. J'aimerais bien trouver la force qui manque, la loi qui manque, l'élément pour pouvoir enfin... Et plus j'investigue, plus je me rends compte que ma capacité de connaître est pour l'instant faible. Misère de l'homme, faiblesse de l'homme, et merveille de la dynamique scientifique. C'est pour ça que Bergson ne fera pas du tout un procès ni à l'intelligence ni à la science. C'est un scientifique. On est encore dans ce temps où scientifique et philosophe se touchent encore. C'est les derniers temps, on pourrait dire. Après, hop, telle spécialisation, mais il est un petit peu inactuel, anachronique, Bergson. Comme en général les philosophes. Mais dans son temps, effectivement, il y a cette idée de vouloir tout faire rentrer dans la doctrine de l'évolution, dans le darwinisme. Hein. Les darwinistes sont plus darwiniens que Darwin lui-même, toujours, hein, dans le conte, ou dans le lamarckisme, ou dans... Voilà, on essaye de faire rentrer tout ça, et puis on s'aperçoit qu'effectivement, merveilleux scientifiques, ils nous ont donné des clés extraordinaires, ils nous permettent de comprendre une part, et plus on creuse, plus on va à l'intérieur, plus on trouve le monde et l'univers mystérieux. On n'arrive plus à se le représenter aujourd'hui en physique quantique ou autre, bon, même la vulgarisation, venant plutôt du monde des lettres que de la science, il y a un peu de vulgarisation, et même la vulgarisation elle-même, on se dit, mais comment je me le représente, ce qu'ils sont en train de se... J'ai pas les outils pour, il me manque quelque chose qui est à deux endroits en même temps, ou qui peut être une chose ou une autre en fonction de comment je l'observe. Ouh là là. Bon, c'est peu pensable, vous voyez. C'est pour ça qu'on aura du mal à en sortir une morale, un sens à la vie. On demande à la science de nous donner une métaphysique, mais en même temps, elle nous en donne une. Mais elle ne nous plaît pas, celle qu'elle nous donne, parce qu'elle n'est pas maîtrisable. Elle nous donne une métaphysique de plus en plus du mystère, de la limitation même de l'homme. Elle nous replace au cœur même du vivant, avec notre immense capacité de réfléchir, et en même temps, cette réflexion nous coupe aussi de quelque chose. Et Bergson va prendre le pari d'aller dans ses limites, et d'expliquer d'ailleurs que si la philosophie doit être précise, elle doit être intuitive. Et donc là, on rentre dans un autre mode de paradoxe. Il accepte de rentrer dans le « je sais que je sais rien », on pourrait dire, socratique. Il accepte de rentrer dans une frange où c'est quelque part moins maîtrisable, mais c'est quelque part peut-être plus réel. Ça nous fait peur, une évolution en système d'obus à fragmentation, on pourrait dire, dans la vision que Bergson nous dira, et certains commentateurs comme Yankelevitch ou d'autres vont développer cette idée de dire, voilà, ça part dans une direction, puis ça s'ouvre sur une autre direction, et cet élément lui-même explose et repart vers d'autres directions, et vers d'autres directions. C'est-à-dire, le monde est imprévisible. C'est gênant pour nous. Comment ça, on n'a pas pu prévoir quand même le virus? On n'a pas pu prévoir que la planète pouvait s'arrêter quelque part d'un moment à l'autre. Morin va beaucoup développer dans la pensée de la complexité cette idée de dire que dans l'histoire, c'est généralement l'improbable qui se passe. Depuis des années, et c'est les militaires qui ont réfléchi de manière très pragmatique là-dessus, parce qu'il y avait la nécessité de se dire comment on s'adapte dans un monde, comme ils disent, un monde VICA, dans un monde où les choses sont complexes, ambiguës, volatiles et incertains. Alors ça ne nous rassure pas du tout, du coup. On est loin du système, de la chose qui nous permet de maîtriser, de contrôler, de savoir où, si on a des petits sous, mettre nos petits sous.
Et si on n'a pas de petits sous, comment on pourrait bien penser à en faire dans le monde? C'est pas facile, c'est émouvant, ça bouge, hein, c'est beaucoup plus simple. On voit ce que ça crée, une grande déstabilisation de la bourse, qui nous tient, vous savez, aujourd'hui, c'est plus des traders, c'est des super ordinateurs qui, à la nanoseconde, celui qui gagne un tout petit peu de vitesse avec le microprocesseur va plus vite que les autres pour prendre les options, sur des systèmes qui semblent intégrer l'aléatoire, mais ils intègrent, ça reste du 0 et du 1, pour être clair, donc c'est de l'aléatoire binaire. Alors on fait de l'aléatoire en mettant 8 bits, 16... 32, 64, on multiplie la capacité de jouer avec toujours 2 possibilités. Donc ça nous donne l'illusion du mouvant, l'illusion de l'incertain, l'illusion de l'adaptation à quelque chose qui ne serait pas prévu. Mais généralement, quand ce qui n'est pas prévu arrive, comme en 29, on passe par la fenêtre, parce que c'est inacceptable. On se divertit avec Pascal. Et donc la mort est inacceptable, l'incertain est inacceptable, le non prévisible est inacceptable. Mais pour qui en nous c'est inacceptable? Pour cette intelligence qui avait le culot, quand même, de nous faire croire, alors que c'est de l'intelligence, de développer une croyance sur notre capacité d'être plus intelligent même que la nature, qui, elle, semble quand même très imprévisible et en création permanente. Ça va? Donc, grandeur et misère de l'homme. Grandeur, oui, il sent bien qu'il y a quelque chose en lui qui voudrait saisir l'unité, tenir l'unité. Misère de l'homme, misère, on n'y arrive pas, et dès qu'on tente de le faire, c'est plutôt l'orgueil, la démesure, et on pourrait dire l'irrationalité qui émerge. Ça va? C'est comment utiliser la raison pour faire des stations de sport d'hiver au Qatar, comme on dit toujours. C'est super génial quand même, c'est super intelligent. Bon, faut voir. J'ai rien contre le Qatar. Bon. Bref. C'est pas drôle. Donc, on situe un peu le contexte, on approche tout doucement. Donc, pour revenir un tout petit peu à notre périple, puisqu'on est dans la clôture d'un mini-cycle, cette gestion de l'inouï, de l'improbable, de l'impossible, le fait de sortir des normes, de la raison raisonnante qui cherche à donner effectivement une explication claire, nette, précise. Bon, on est face effectivement à... Et déjà chez Pascal, même si c'est pour nous... C'est pas même, mais à travers même la notion d'expliquer l'absurdité de l'existence humaine, lui pour nous ramener à Dieu. Bon, Nietzsche va nous montrer l'absurdité aussi, quelque part, de la prétention de notre raison, de ce côté apollinien du monde, organisatif clair du monde, pour nous amener à la création. On est face à une chose gênante pour nous, parce que ça attaque nos fondements métaphysiques. Et ça, Bergson va bien l'expliquer, c'est l'une des grandes forces de Bergson. Il va apporter une part d'Orient en Occident. Mais Dionysos est aussi un étranger, quelque part un dieu étranger pour les Grecs. C'est assez oriental pour les Grecs, Dionysos de Nietzsche. Et Pascal est totalement inactuel aussi. Il vient d'ailleurs, c'est clair. Il regarde les choses d'un autre angle, ou en tout cas, le cœur nous donne un accès au monde bien plus puissant et fort pour lui que l'intelligence. Et il est très intelligent, Pascal. Donc, il y a un fondement métaphysique qui est constitutif de notre manière de voir le monde en Occident, qui est que nous cherchons l'être. On a pris parti pour Parménide. On cherche ce qui est stable, on cherche les lois, on cherche ce qui dure, on cherche ce qui va effectivement fonder les choses. Donc quand quelque chose passe, on dit voilà, qu'est-ce qu'il y a de fondamental là-dedans?
Qu'est-ce qu'il y a comme règles, comme loi, comme éléments qu'on peut sortir? Pour faire quoi? Pour survivre, pour maîtriser, pour donner du pouvoir, pour chercher l'utilité, l'efficacité. La mathématique pure ou la science pure est rare. On cherche très rapidement, et d'ailleurs c'est financé pour que ça rapporte quelque chose, qu'on l'applique au monde. Ou même dans un développement, je dirais, pour la médecine ou autre, on cherche à ce que ça puisse quand même donner un vaccin, donner quelque chose, nous en sortir. On ne dit pas, voilà, quelle opportunité merveilleuse y a-t-il dans la situation présente, que l'homme puisse faire face à l'improbable, qu'il puisse apprendre par rapport à ça, à avoir un rapport à la vie, qui lui permette d'être bien présent, de développer son attention, sa concentration, son ouverture à l'autre, évidemment, on se dit ça tous les jours avec le Covid. En quoi est-ce une opportunité de développer notre humanité? Bon, pas vraiment, pas toujours, un peu, peut-être. Ça dépend de notre travail de conscience. Mais de manière naturelle, on cherche à maîtriser, on cherche à contrôler, on cherche à éliminer les problèmes, les obstacles, les éléments, pour revenir comme avant. Comme s'il n'y avait pas un paradigme, quelque chose qui avait émergé et qui fait changer, qui doit nous faire changer. Pas simplement, je dirais, physiquement, physiologiquement, avec les vaccins, les éléments, qui doit faire changer notre manière de regarder le monde. C'est ça la puissance de l'être humain. C'est que l'improbable étant arrivé, maintenant, il faut pouvoir naturellement l'intégrer. Donc, on cherche, c'est la puissance de l'être humain, mais on cherche toujours dans ce que nous vivons ce qui pourrait nous ramener à la stabilité. Ça va? C'est pour ça que les philosophes du risque, de l'abîme, comme Nietzsche, de la capacité de faire face à la mort, comme avec Pascal, de dire, bon voilà, l'homme, il y a une chose qu'il ne veut pas voir, lui, et la mort. Il ne veut pas voir la vie. Et Nietzsche nous dit la même chose. L'être humain ne veut pas voir la vie. Donc il vit avec son passé dans le ressentiment de Nietzsche. Son passé revient continuellement et engendre un présent complètement orienté, puisqu'on voit à ce moment-là, de manière parfois un peu schizophrène, les autres comme des ennemis, toutes les choses qui nous arrivent comme un complot contre nous. La vie est une revanche à prendre par rapport à nos arrière-grands-parents, nos parents, non. Il y a toujours quelque chose, une revendication. C'est pas du tout français, ça. Il y a toujours un truc sur lequel râler. Il y a toujours un coupable. Il y a toujours quelque chose qui nous empêche de vivre et d'exister. Et ça vient du passé. Oui. Tu parles de retour en arrière, oui. Comme avant. Est-ce qu'on est pas dans une situation un petit peu différente en ce moment, avec le Covid, où il y a quand même beaucoup de gens qui auront envie de revenir à une certaine stabilité, mais pas comme avant? C'est ça. C'est ça qui est merveilleux. L'homme, tu l'as merveilleusement dit. On veut revenir à une stabilité, mais pas comme avant. Et là, on voit toute la tension à l'intérieur de l'homme. Parce que Parménide n'est qu'un côté de la métaphysique. De l'autre côté, il y a Héraclite. On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Tout change, tout bouge. Il y a le mouvement, il y a la vie. Donc, c'est tout notre paradoxe. On veut de la vie, on veut de l'aventure, on veut du mouvement, on veut de la passion, mais avec une assurance vie, une assurance mouvement voiture, une assurance machin. C'est-à-dire, on veut que tout change pour que rien ne change. C'est les éternels, vous savez, les manifestations qui passent là. C'est midi, une chose qui ne change pas, c'est que ça finit au bistrot. À midi et quart. Mais je suis pour, je ne dis pas que j'y suis pas de temps en temps, on ne sait pas. Ça va? C'est tout notre paradoxe, effectivement. Donc c'est pas qu'une volonté retour, chasse, pêche et tradition au vieux passé, et plus ça va, plus haute. Mais la tendance européenne va plutôt quand même de côté de se rassurer dans le retour autre, politiquement, je voulais dire, par rapport à ça. Et d'un autre côté, il y a effectivement, et si ça nous ouvrait de nouveaux horizons, de nouveaux éléments, est-ce qu'on pourrait venir avec de la stabilité, mais en changeant quand même quelque chose? Mais la problématique philosophique, c'est qu'elle nous amène à changer le paradigme.
c'est-à-dire les éléments constitutifs de notre manière de voir le monde. Et Bergson arrive, pareil, entre deux siècles, mais ça va être l'homme du début du XXe siècle, la référence philosophique européenne, en partie mondiale. On ne se rend plus du tout compte aujourd'hui, Bergson, on a bien entendu parler de Bergson, mais on ne se rend pas du tout compte que ça a été véritablement une traînée de poudre, Bergson. Certains philosophes sont venus d'ailleurs pour venir voir ses cours au Collège de France, être inspirés. Il a été parlé en Amérique, il était même délégué pour déclencher les Américains dans la Première Guerre mondiale. On l'a envoyé, il est au cœur de la dynamique intellectuelle de la naissance de ce que va devenir la Société des Nations, etc. Voilà, donc il est en vue, il agit sur différents plans. Il ne vient pas directement, on pourrait dire, du monde philosophique, c'est là où on reconnaît les philosophes en général, c'est-à-dire, c'est pas un pur produit, ou si c'est un pur produit comme Nietzsche, il a fallu qu'il quitte, comment dirais-je, ce monde, toujours rééditer ce qui a été dit avant, et c'est une traînée de poudre parce qu'effectivement, ces philosophes vont prendre le contre-pied de Hegel, vont prendre le contre-pied de Kant, vont prendre le contre-pied de la raison ou de l'esprit chez Hegel, qui doit effectivement développer, il n'y a pas plus systémique qu'Hegel, ou le contre-pied de Kant, qui, en étudiant avec intelligence, évidemment, comme Kant, le fonctionnement même de la raison, on arrive effectivement à l'incapacité de la raison de pouvoir atteindre la métaphysique, l'essence des choses. Et donc, si on ne peut plus atteindre ça, et que l'intuition, on n'a pas suffisamment d'intuition pour pouvoir atteindre la pureté, ce qui est à l'origine ou derrière même la raison, on est face au bout du bout de l'être, d'une métaphysique de l'être, d'une métaphysique du stable, d'une métaphysique qui cherche toujours à rendre l'instable maîtrisable. Ça va ? Moi, je dis avec les gros sabots, mais c'est pour donner un contexte par rapport à l'enjeu qui est en cours. Donc, c'est un élément évolutif où, évidemment, on lit Hegel, on lit Kant, on peut jubiler à la lecture de ces philosophes par rapport à jusqu'où ils ont mené l'intelligence, jusqu'où ils ont mené l'esprit, jusqu'où, effectivement, ce pari de l'homme de pouvoir prendre prise ou de se rendre compte de la limite auquel on peut prendre prise, comme avec Kant, est arrivé, grosso modo, quand même, il faut bien le dire, à un cul-de-sac. Donc, il arrive, et pourtant, ce n'est pas un orientaliste, Bergson, c'est quelqu'un qui vient du giron de la formation classique, premier prix de mathématiques, formation très très classique. Il s'intéresse beaucoup aux sciences quand il écrit, c'est pour ça qu'il a un tel retentissement, c'est qu'il n'est pas du tout en train de parler de manière générale de la science comme une branche. Il la vit de l'intérieur. Il répond aux interrogations de son temps. Il se confronte aux théories, au développement, à la manière de voir le monde, et il connaît parfaitement son sujet. Quand on lit l'évolution créatrice, bien sûr c'est daté. Bien sûr que les problèmes auxquels se posent la physique, la biologie, l'évolution, la création, etc., ce n'est pas les mêmes débats que son temps. Mais comme tout philosophe qui est dans son temps, il va se confronter, en les connaissant parfaiement, à la science. Il va rencontrer Einstein, ils ne vont pas très bien se comprendre non plus sur le temps. Il est, vous voyez, pour que quand même on organise une conférence, un moment de travail et de rencontre d'Einstein avec Bergson, vous comprenez que c'est des grands de leur temps. Grand de la science, un grand philosophe, effectivement, qui met en place une autre conception du temps, un autre rapport au temps, qui est Bergson. Bon, voilà, pour vous citer un tout petit peu le contexte. Donc, on a vu avec Nietzsche que le ressentiment empêchait, nous amenait à une forme d'impuissance, dans le sens de développer une volonté vers la puissance, justement. Et donc, il faut vaincre ces forces du passé qui nous attachent, qui nous rendent statiques. Et le choix de Nietzsche sera l'artiste. Dionysos, la capacité de création, c'est ça qui l'intéresse. Fondamentalement, c'est un artiste
qui essaye de trouver les pistes pour nous sortir de notre attachement en nous expliquant que notre morale, elle semble très morale, mais en fait, si on en fait la généalogie, elle a été mise en place par rapport à des intérêts et une utilité. C'est-à-dire, on a moralisé la force, mais sans dire qu'on l'a moralisée. Ça va ? Ou on va utiliser toute l'ouverture du cœur chrétien pour pouvoir mieux développer une puissance du ressentiment, une puissance sur l'autre, où grosso modo, il faut fondamentalement que les faibles règnent. C'est pas un problème de reconnaître les faibles, c'est pas un homme sans cœur, Nietzsche. Mais dans sa philosophie peut être mal interprétée, bien sûr, elle l'a été. Mais c'est fondamentalement la notion de dire, mais la puissance de création, le génie, la capacité de faire avancer les choses, le monde et les mondes, c'est pas homogène, c'est pas l'égalité, c'est la capacité de faire sortir de chacun son génie, ce qu'il a de meilleur, l'artiste en lui, être créateur de valeur, retrouver l'innocence de l'enfant, mais sans dire non à la puissance du lion, et sans dire non, dans le fond, non plus, à la capacité du chameau de pouvoir porter les choses et d'être un homme du devoir. Il faut faire naître un nouvel homme. Il faut éliminer les forces qui nous retiennent dans la propre création de la continuité de l'humanité. Il est intéressé fondamentalement par le futur. Zarathustra, il voit des vieils hommes, des vieux hommes, la vieille manière de réfléchir, les choses qui nous attachent, et il propose autre chose. Il propose une liberté telle que ça nous fait peur, Nietzsche. Faut bien dire, dans notre recherche ontologique, dans notre recherche de nous stabiliser par rapport à l'être, quand même, ce Nietzsche, il est trop. Il est vraiment trop. C'est énorme, c'est trop puissant. On ne va pas pouvoir le canaliser. Revenons à notre petite morale tranquille, un peu fixe, qui nous rassure quand même. Revenons à notre petite échoppe. Pascal, c'est pareil. Lui, il arrive, il nous dit, écoutez, c'est simple. La seule chose qui est sûre et concrète, auquel on pourrait réfléchir, c'est quand même la mort. L'homme a une capacité, à travers son intelligence, normalement, de pouvoir avoir une vie intérieure. Comme on l'a dit, comme vous l'avez fait toute la semaine, un petit texte au milieu d'une grande page, réfléchir, partir de quelque chose d'existant, développer une capacité de penser par soi-même, développer des pensées par soi-même, pour soi-même, en soi-même. Et on fuit. Parce qu'on n'aime pas l'ennui, on s'ennuie avec nous-mêmes, ou on a très peur de nous-mêmes. On s'ennuie avec la vie, parce qu'elle nous amène à la mort. On la fuit, on prend en haine la vie. Et Nietzsche, Pascal, c'est toujours une mise en évidence, dans le fond, notre haine de la vie. Notre refus de la vie. Pour l'un, la vie en Dieu, pour l'autre, la vie en créateur de Dionysos. C'est des pistes différentes, ils ne sont pas pareils, ils n'arrivent pas à les mêmes conclusions, les mêmes orientations, mais on est dans un retour du vital. On est dans un retour où il faut revenir à quelque chose, à une métaphysique du mouvement. C'est pour ça que l'intuition, le travail de l'intuition, dans un texte en 1934 qui réunit des conférences, ça vient après les deux sources de la morale et de la religion, c'est pas la dernière œuvre de Nietzsche écrite en tant que livre, c'est les deux sources de la morale et de la religion, donc c'est bien avant 1934. Là, on est dans une réunion de conférences, dans la pensée et le mouvant. Pensée, nous quand on pense pensée, on pense à quelque chose généralement de fixe. Un oriental pensera à la pensée comme le vide, l'attention à vide, Ça va ? Nous penser, c'est très plein. C'est pas la grande page blanche avec un petit texte ou autre pour pouvoir creuser ou aller à l'intérieur. Ça remplit les marges. Donc, dans cet élément du renversement métaphysique, il faut revenir à la vie. Il faut revenir à un oui à la vie pour Nietzsche, ou un oui à la vie dans le sens de l'essence des choses, ou à Dieu pour Pascal.
Et pour Bergson, il faut revenir, grosso modo, à une vie, à une présence, à un rapport au temps qu'il va appeler la durée. Ça va ? La capacité de l'intelligence dans notre rapport au temps, c'est sa première grande intuition, on pourrait dire à Bergson, c'est nous utilisons notre intelligence pour avoir un rapport du temps dans le sens d'un rapport de fixité au temps, de découpage du temps, de maîtrise du temps. On a un rapport au temps, comme on l'a vu avec l'intelligence, la prévision, le passage du passé au présent, au futur, qui cherche à mettre du fixe dans le temps. Donc 1 heure, pour nous, c'est 60 minutes, 1 minute, c'est 60 secondes. C'est un rapport au temps, pour le maîtriser, on va le compter. Puissance de l'intelligence. Calculer, compter, disséquer, séparer les choses en plus petites parties pour mieux creuser, mieux se spécialiser, mieux rentrer à l'intérieur de chaque chose pour y trouver, ça va être le génie de la science, pour y trouver en fait le mystère. On rentre à travers ce qui est le plus fixe pour y trouver l'énergie. On rentre à travers ce qui est le plus stable, ou la première partie, et puis hop, étonnamment, c'est fait de lumière ou c'est fait d'autre chose. Ça va ? Donc, renversement, métaphysique, et il va nous dire ça de la manière suivante. La métaphysique fut conduite à chercher la réalité des choses au-dessus du temps, par-delà le temps, par-delà ce qui se meut et ce qui change, par-delà ce qui se meut et ce qui change, en dehors, par conséquent, de ce que nos sens et notre conscience perçoivent. On parlait de la sensation avec l'intuition. Il faut chercher la vérité dans l'être, voilà, dans ce qui ne change pas. Ça va, ça nous parle, c'est généralement une posture philosophique qui est très ancrée en nous, une posture de vie. C'est notre posture métaphysique. Et voilà, Bergson arrive en disant, bon, avec ça nous a permis de construire plein de choses, c'est très bien, ça a permis à l'homme de développer tout un pan de son évolution et d'être présent aujourd'hui, d'avoir survécu, de s'être développé, de s'être adapté au monde, d'avoir trouvé des solutions pour être à contre-temps. Pour maîtriser, dominer la nature, trouver une possibilité d'y exister. Dès lors, elle ne pouvait plus être qu'un arrangement plus ou moins artificiel de concepts, une construction hypothétique. Elle prétendait dépasser l'expérience, elle ne faisait en réalité que substituer à l'expérience mouvante et pleine, susceptible d'un approfondissement croissant, grosse par là de révélation, un extrait fixé, desséché, vidé, un système d'idées générales abstraites, tiré de cette même expérience, ou plutôt de ses couches les plus superficielles. Il parle de quoi ? De la métaphysique ? Il parle de mes vacances de la semaine prochaine. Non. Oui, tu as raison, merci de le resituer. Il y a une coupure entre... Il y a une petite coupure, je te l'accorde. Merci de me rappeler présent. Il y avait une découpe du temps. J'ai pas mal géré la durée. C'est-à-dire avoir le temps comme quelque chose qui s'écoule en création permanente sans chercher à l'arrêter, à le regarder, à l'analyser, en comprendre les différentes parties, se réintégrer. Donc c'est bien de la métaphysique dont on parle, et dans le fond, surtout, de l'intelligence et du rapport à l'être qu'on a privilégié dans notre métaphysique. Ça va ? Donc, dès lors, elle ne pouvait plus être qu'un arrangement plus ou moins artificiel de concepts. C'est-à-dire, tout le travail, c'est de sortir, on a dit, ce qui est atemporel du temporel, sortir ce qui est fixe du mouvant. Donc, naturellement, le fait même de réfléchir nous décale par rapport à la vie. C'est la force de l'intelligence, mais c'est en même temps la limite de l'intelligence. C'est quand je regarde la vie, je ne suis plus dans la vie.
Je fais du vélo. Je veux me voir en train de faire du vélo. Je descends du vélo et j'essaie de regarder celui qui fait du vélo. Mais il n'y a plus personne sur le vélo. D'ailleurs, le vélo est tombé, d'accord ? Je me dis, bon, d'accord, il faut remonter sur le vélo, je remonte. Mais c'est quand même compliqué de se voir faire du vélo, non ? On se filme. Voilà. On parlait la semaine dernière de la capacité d'être le général en haut de la montagne et d'aller faire combattre le guerrier. Cette capacité de dédoublement à l'intérieur de nous-mêmes pour mettre en place un observateur en même temps que si on est guerrier, comme on joue sa peau, donc il faut quand même s'activer un peu. On ne peut pas le faire en virtuel. Il faut être très présent dans le guerrier. En même temps, il faut pouvoir garder la vision globale, le sens, l'orientation, de savoir pourquoi on est en train de combattre. Ça va ? Il y a un chapitre comme ça à la fin de la Bhagavad Gita, cette partie du Mahabharata indien, où Krishna explique plein d'éléments fondamentaux par rapport à l'action à Arjuna, il lui donne le sens, les éléments, il l'amène à réfléchir par lui-même pour faire le choix. Et à la fin, Arjuna dit, bon ok, je reprends mes armes, je vais combattre. Je comprends le sens que ça a, ce combat intérieur, si on prend une clé philosophique. Mais à la fin du combat lui-même, Arjuna se retourne vers Krishna et me dit, tu m'as dit quelque chose au démarrage ? Alors qu'il lui a montré l'univers, les trucs, mais repris par l'action, repris par le combat, repris par ce divertissement général de la vie, qui nous donne l'idée de vivre quand même. Notre divertissement nous donne le sens de notre vécu. On perd effectivement les repères de pourquoi on fait les choses. Donc c'est très difficile d'être à la fois dans l'être et dans le mouvement, de penser le mouvant, c'est à la fois le titre effectivement du recueil de ses conférences en 1934 qu'il va reprendre, dans lequel il y a ces textes sur l'intuition, mais il y en a bien sûr des références avant, mais le grand effectivement texte là-dessus qui reprend effectivement et qui nous permet de comprendre ça, c'est La pensée et le mouvement de Bergson, avec à l'intérieur l'intuition philosophique. Donc ça c'est l'extrait de La pensée et du mouvement sur certaines conférences qu'il va donner par rapport à ce sujet. Donc, il nous explique que, naturellement, conceptualiser, et on ne pourra pas faire autre chose que conceptualiser, nous décale du réel. C'est pour ça que quand on a une intuition, il va le dire, d'ailleurs, c'est extraordinaire, il va nous expliquer que, dans le fond, on va chercher, dans notre rapport au temps, et au vivant et au réel, à rendre compréhensible par le langage l'intuition qu'on a eue. Et donc on va passer toute notre vie à quelque part essayer de trouver les mots, et essayer de trouver le langage, essayer de trouver les concepts qui nous permettent d'exprimer quelque chose qu'on a perçu dans son immédiateté ou qu'on a perçu dans sa durée. Puisque le problème de fond, c'est... je crois que c'est Yankelevitch qui expliquait ça par rapport à la pensée de Bergson. Il dit voilà, un papillon, prenons un papillon. Il veut savoir ce qu'est le feu. Il en est tellement loin que pour lui le feu c'est froid, c'est mouvant, il va en avoir une perception très éloignée. Vous savez, quand on s'éloigne dans une nuit froide d'hiver, on s'éloigne du feu, il fait très froid. On ne peut pas imaginer que le feu c'est la chaleur, parce qu'on ne le sent pas de là où on est. Et s'il veut savoir exactement qu'est le feu et qu'il se rapproche de trop près, quand il est dedans, il ne peut pas en parler. Ou il ne peut plus. Admettons que le papillon puisse nous dire quelque chose. Donc, trop loin, c'est général, on va avoir une perception de ce qu'est le feu, peut-être globale, peut-être une vue d'ensemble de tout le foyer ou le feu, mais bon,
on ne pourra pas en dire grand-chose. Ça va être très imprécis. Et c'est pour ça que le concept là, est une notion qui nous permet de généraliser, qui dans le fond est très imprécis par rapport à ce que nous vivons. Hein, quand on nous donne, je ne sais pas, parfois quelques phrases philosophiques dans notre vie en disant « bon, un de perdu, une de perdu, 10 de retrouvé », c'est très conceptuel ton truc, parce que pour l'instant, il n'y a personne. Ou, hein, vous savez, tous les poncifs, tous les éléments du bon sens. Alors on sait bien qu'effectivement dans la vie, les choses peuvent évoluer, renaître, se redévelopper, autre. Mais quand on nous donne des généralités comme ça, en disant « voilà, ça c'est pas de la sagesse », c'est du tout cuit, c'est de la citation, c'est de la connaissance qui n'est pas en rapport avec ce que je suis en train de vivre, moi. Tu ne m'as pas écouté, tu ne m'as pas entendu. On peut dire ça de quelque chose que l'on lit, que l'on vit ou qu'on nous dit. Trop général, trop conceptuel, trop dans l'être, très loin de mon existence, très loin de ma vie qui s'écoule dans le temps, avec toute sa complexité. Ça va ? Et quand j'ai une... Il parlera des mystiques hein, dans les deux sources de la religion de la morale et dans certains éléments. Quand je suis au cœur même de la chose, je ne peux rien en dire. Ou alors, il faut que je sois poète, ou il faut que je sois artiste pour faire voir, ou que je sois musicien, très important pour personne, faire entendre par la mélodie et les 1000 variations et les créations et les éléments, ce qu'est la vie. Je vais être obligé de passer du côté de l'artiste pour nous faire percevoir le réel. Pour nous faire voir derrière ce que généralement ma perception me donne, qui est relativement superficiel, ce qui nous fait toucher à l'essentiel. Et là, on dira, on sort de spectacles de danse, de musique, quand vraiment l'art nous transporte, déjà on oublie que c'était le temps qui passe, ça peut être 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, ça devient de la durée, ça s'inscrit dans le passé, le présent, le futur, c'est une présence, non pas un ressentiment, mais quelque chose d'essentiel, de spirituel, une présence de l'esprit, ici et maintenant. Mais je suis obligé d'utiliser, effectivement, autre chose que des concepts. Je vais être obligé de faire que ça, on le ressente, on le voit, on le touche, on le sent, voilà, ça devient corporel, dans l'expérience, ici et maintenant, pour nous faire sentir quelque chose qui rentre en résonance, en sympathie avec quelque chose en nous-mêmes, qui est atemporel. Ça va ? Donc, comment saisir l'être dans le mouvement ? Comment saisir l'essence dans le changeant ? Comment se plonger dans ce fleuve en saisissant, on pourrait dire, l'unité dans la multiplicité ? Parce que le choix de l'être, c'est le choix de l'unité. Et Bergson nous dit, allez, allons vers la multiplicité. N'ayons pas peur de la continuité de ce temps qui ne s'arrête jamais, de cette durée, pour saisir dans l'éternel changeant et mouvant ce qui, pour l'homme, par rapport à notre capacité intuitive, donne du sens. Ça va ? Et dit, on est face à une philosophie, une manière de voir le monde où on cherche toujours du sens une fois vécu. On donne du sens à sa journée après l'avoir vécu, éventuellement, si on donne du sens. On se refait le film des choses pour quand même trouver de la continuité à nos vies. C'est très rassurant. On se raconte notre propre histoire. On mythologise notre propre histoire. On s'écoute tous raconter des choses qu'on a vécues quand on avait 15 ans, 18 ans, 20 ans. On dit c'est marrant, si on prend un peu de recul, je ne racontais pas ça de la même manière il y a 10 ans, ni il y a 20 ans. Et dans le fond, exactement comment je l'ai vécu. Je l'ai retravaillé, transformé. J'y crois moi-même. Où j'en ai retiré l'essentiel, etc. J'ai remodulé complètement ma vie, mon expérience, mon élément. C'est une des capacités et qualités de l'être humain. Mais
aussi par rapport à ça, où est le réel? Donc, Bergson nous amène, comme Nietzsche d'ailleurs, et quelque part aussi Pascal, vers quelque chose dans l'homme qui nous fait très peur, mais qui est en même temps extraordinaire, dans le sens de pouvoir vivre l'unité dans le mouvement, pouvoir vivre l'essence dans la multiplicité, remettre l'éclairage sur l'hétérogénéité et non la recherche continuelle de quelque chose d'homogène, d'un système, de quelque chose de clos, de fermé, très rassurant, mais qui dit non à la vie, qui cherche fondamentalement à reproduire ce qui était nos... Je m'amuse beaucoup dans les mails. J'arrive pas à dire bonjour au début d'un mail. Je dis toujours chère madame, cher monsieur. Là, je dis waouh, je suis hyper daté. Parce que même des gens qui ont le même âge ou plus âgés me répondent bonjour. Alors, je peux être inactuel, c'est parfois un choix. Je vais pas me dire, je vais dire bonjour parce qu'on me dit bonjour. Je trouve ça plus courtois. Et d'ailleurs, dès qu'on s'adresse à quelqu'un entre guillemets d'officiel, je sais pas, un avocat, un juge, on dit cher maître. Et on a du mal à dire à la fin bien cordialement, veuillez. Voilà, on a une formule, un élément. Pensée respectueuse et tout, c'est beau. C'est un peu vieillot, non? Mais voilà, on est travaillé par ces rapports de temps. J'essaie de montrer le côté où effectivement nous nous rassurons tous d'une manière ou d'une autre, et parfois il faut le faire, il n'est pas question d'abandonner ni de se laisser couler complètement dans les éléments du temps, mais il faut trier à chaque fois ce qui est essentiel et accessoire. Il faut se confronter à la réalité du monde tel qu'il est, en essayant de comprendre, de vivre l'instant présent dans sa volatilité, sa complexité, son ambiguïté, sa volatilité, je ne sais plus lequel j'ai oublié, son incertitude. Ça va? Donc, si on accepte de rentrer dans ce temps qui s'écoule, la métaphysique deviendra alors l'expérience même. L'expérience même. La durée se révélera telle qu'elle est, création continuelle, jaillissement ininterrompu de nouveautés. La métaphysique deviendra alors l'expérience même, la durée se révélera telle qu'elle est, création continuelle, il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de séquençage, jaillissement ininterrompu de nouveautés. Ça, il va déjà avoir cette intuition, bien sûr, dans ses premiers écrits. Bien sûr, quand on a vu l'évolution créatrice, c'est au cœur même de sa réflexion sur l'évolution. Excusez-moi, mais ce n'est pas une intuition, c'est une déduction. Quoi? C'est du raisonnement. Ah ben. Le temps du découpement, le temps de document que tu veux, oui. Tu sais que le jour d'après, il n'est pas communiqué avant, etc. Bien sûr, mais tu as raison. Dans le sens où l'intuition, elle est indicible. Moi, j'ai rien compris parce que je ne sais pas ce que c'est que l'intuition. Ben oui, mais lui non plus, mais il accepte aussi. C'est la saisie de l'esprit par l'esprit lui-même. Définition de l'intuition. C'est l'esprit qui saisit lui-même l'esprit. Bon, ben t'es bien avancé avec ça. Parce que l'esprit, c'est un concept. Saisir, c'est un concept. L'esprit, c'est un concept. Donc, de toute manière, il y a une chose qui est très difficile pour nous à aborder, c'est que l'intuition va être obligée de se dire, de rentrer dans le langage. Ça va? Et donc, naturellement, le côté de notre intelligence et de notre formatage va nous dire la saisie directe des choses n'est pas possible, puisque nous, ce qui est du domaine de ce que nous pouvons concevoir est spatial. Nous avons développé une métaphysique de l'espace. Et donc, le problématique, c'est que si on applique notre langage de l'espace au temps, ça ne développe qu'une manière d'aborder le temps, qui est celle quantitative, successive et saccadée. Et donc, la notion de la saisie directe des choses n'est pas possible. Parce que
dès que dès que pour parler du feu, je suis obligé de prendre une petite distance par rapport au feu, je ne suis plus dans le feu lui-même. Et c'est là le grand danger, la grande difficulté de ce que touche Bergson par rapport à ça, c'est de dire, dès que de toute manière je vais parler du temps, je suis à côté du temps. Dès que je vais parler du mouvement, je suis à côté du mouvement. Je suis en train de me le représenter. Et c'est comme ça que je réfléchis. Et c'est là où j'ai mis mon identité en tant qu'être humain. Et si, on avait un autre outil, alors Pascal nous dira, cet autre outil, c'est parce que nous avons en fait quelque chose de l'unité de Dieu en nous-mêmes, où nous participons à cette notion d'unité de Dieu. Donc nous pouvons, mais il va falloir la grâce, il va falloir le contact, il va falloir que cette expérience soit quasi métaphysique. Nietzsche nous dit, oui, il faut retourner à la puissance créatrice dionysiaque, avant le temps qui s'écoule. À l'origine, il faut récupérer la puissance et la force à l'origine des choses pour permettre de se redéployer. Et Bergson nous dit, allez, acceptons de nous mettre dans le fleuve du mouvement. Jusqu'à l'heure actuelle, la métaphysique nous a dit, si je fais ça, tout est superficiel, tout est accessoire, tout est changement permanent, il n'y a aucun repère, donc on ne peut pas penser. Et elle n'a pas tort. Mais ça voudrait dire que l'être humain n'a pas d'autres outils parallèles à l'intelligence, et on le sait aussi dans le sens d'avoir le résultat avant de faire la démonstration. Alors, fantaisie ou intuition, c'est toute la difficulté. Imagination, fantaisie, c'est un procès d'imagination. Pascal fait aussi le procès d'imagination. Il y a cette procès d'imagination par rapport à un arrière-monde, un autre monde, quelque chose qui définit les choses d'en dehors. Oui, tu voulais dire quelque chose. Pour répondre à l'intuition, c'est la prévision a priori au doigt mouillé de quelque chose qui peut se produire. Et d'autre part, je signale, je crois que c'est Henri Poincaré qui a dit ça. L'intelligence, c'est comme un bateau. Le bateau, là, le bateau, le fond plat, c'est la raison. Et il y a deux voies, il y a l'imagination et l'intuition, qui permet d'avancer. L'image. Merci. Alors. C'est pas trop différent entre l'imagination et l'intuition. L'intuition, c'est une prévision au doigt mouillé a priori. L'imagination, c'est toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir à partir du sujet qu'on étudie. Alors, comme tout concept, voilà, comme tout concept, c'est une déduction de notre cerveau. Bien sûr. C'est l'intelligence, c'est ce qui forme le bloc d'intelligence. C'est pour ça qu'il va essayer, d'une intuition, une idée simple, d'essayer de l'aborder par plein d'éléments. Parce que, par exemple, il va dire, pour être clair, que la manière dont l'intelligence va aborder le futur sera toujours une prévision. Mais ça, c'est pas l'intuition. Parce que si c'est une prévision, je fais la prévision à partir d'un matériau déjà existant. Et dans sa vision, par exemple, là-dessus, il essaye d'appuyer sur le fait de dire, mais s'il y a un jaillissement de choses inouïes, de choses qui n'existaient pas encore préalablement. Exemple, je ne sais pas, un Turner se met à peindre une peinture, d'accord, tu peux dire, toutes les couleurs existaient préalablement, il y a toute une histoire du pré-impressionnisme ou de l'impressionnisme, etc. Ça s'inscrit dans un courant ou autre, mais Turner, en tant que Turner, apporte dans son temps quelque chose d'inouï. Parce qu'il n'y a rien avant et il n'y a rien après. Mais Bergson ne fait pas le débat entre intuition et imagination. Il dit, voilà, si l'imagination est la capacité de pouvoir saisir en image quelque chose que je n'arrive pas à saisir en concept, tu es au cœur de l'intuition. Et il n'est pas là en train de tout d'opposer imagination et intuition. Et il est en train de dire, voilà, notre concept assèche, parce qu'effectivement, il essaye de tout ramener à une formule qui en fait analyse quelque chose qui s'est déjà passé, etc., pour prévoir quelque chose. Et il fait une grande différence, il y a toute une partie d'une conférence là-dessus, ou même dans son introduction, il dit, bon ben voilà, la précision qu'on veut essayer de trouver est une précision qu'on ne va pas trouver en rentrant à l'intérieur de la partie pour en comprendre les lois, les éléments et autres, et se spécialiser. On va essayer, et on va être obligé, et c'est la réintroduction du symbole, et pas du signe, on pourrait dire, même si c'est très ambigu chez Bergson, c'est la réintroduction de l'image, de la métaphore, de l'analogie,
C'est-à-dire du fait de dire que pour aborder un certain nombre de choses, l'image va être plus vraie que le concept. Et donc l'imagination va me permettre d'aborder de manière, on pourrait dire imprécise, mais pour me donner de la précision, quelque chose auquel Pascal dira, bon ben voilà, là c'est... il faut le cœur, hein, par exemple. Hein. Il faut une autre capacité à l'intérieur de l'homme, hein, donc, la puissance du cœur ou la puissance de la création, de l'imagination, l'élément artistique avec Nietzsche. De pareil, il va utiliser beaucoup le monde de l'art en disant l'artiste nous présente quelque chose de plus réel que notre perception du réel. Mais pour pouvoir sortir du langage purement conceptuel avec les mots et les éléments, je vais être obligé d'utiliser un intermédiaire qui est celui de l'image, de la métaphore, hein, de quelque chose qui nous permet d'approcher de la réalité autre. Mais j'ai toujours été frappé en terminale, quand on essaye d'expliquer un peu de philosophie, c'est-à-dire la seule chose auquel on est à peu près sûr qu'il passe, c'est le mythe de la caverne. Le mythe de la caverne. Hein, pendant longtemps, on a rejeté, on a dit Platon, grosso modo, il utilisait les mythes parce qu'il a été obligé de donner le change à son temps, donc à la mythologie grecque, il utilisait les mythes. C'est un pis-aller. S'il avait fait les choses correctement, il aurait utilisé que le concept. Il ne serait pas amusé à nous raconter des mythes, des histoires de vieilles bonnes femmes, comme Platon lui-même s'amuse, hein, à dire comme on décrit. Imagination fantaisiste, hein, beaucoup moins puissance que le concept, hein, que la définition, hein, que le mot, que l'élément lui-même qui représente le réel. Et pourquoi ça marche fondamentalement avec les élèves ? Parce que cette notion d'ignorance, de connaissance, à travers l'ombre, la lumière, l'enfermement, voir les choses d'un seul côté, se retourner, se confronter, être aveuglé par la lumière, bon voilà. On peut interpréter sans fin le mythe de la caverne. Pourquoi ? Parce qu'on va être obligé par les mots de passer toute notre vie, personne nous explique ça au niveau du philosophe, il passe toute sa vie à essayer d'expliquer quelque chose qui se saisit pourtant de manière très rapide et directe. Le début du mythe de la caverne, hein, par rapport au problème de l'éducation, parce que pour nous faire comprendre l'éducation, il passe par le mythe de la caverne, à l'intérieur de la République, Platon. Et c'est 3-4 pages. Après, il nous explique le détail de la dialectique, mais c'est très court. C'est toute la puissance du mythe qui met en place quelque chose, qui rentre en résonance, personne ne dirait, en sympathie à l'intérieur de nous-mêmes. Hein, c'est des mots, on le raconte par des mots, le mythe, mais ces mots ouvrent des portes. C'est des mots qui nous ouvrent sur des horizons où chacun y voit un peu, c'est vrai. Ce qu'il veut, c'est moins maîtrisable, ça rentre moins dans une formule. Mais quand même, grosso modo, on voit ce qu'il veut dire. On voit ce qu'il veut dire. Ça va ? Donc, c'est cette forme d'intuition qui serait une réelle capacité de l'homme de pouvoir saisir les choses de l'intérieur. Mais au lieu de vouloir le faire hors du temps pour se dire ce qui est atemporel, hein, l'être des choses, il va dire ça, on peut le faire dans le mouvement. Par rapport à Spinoza, justement, enfin, l'intuition, pour lui, c'est un élément compréhension, le troisième élément de compréhension du monde. Oui. Et ça ne paraît pas très novateur, comme ce que nous dit Bergson. Ça paraît pas très novateur, mais à travers l'esprit même mathématique d'un Spinoza, même l'esprit de finesse ou comment d'autres, c'est l'angle qu'il va prendre. Spinoza n'est pas hors d'une métaphysique de l'être et de l'ontologie. Il fait partie, il est au cœur même, hein, lisez l'éthique, il va nous donner le concept de l'intuition. Comme Kant nous parle de l'intuition, il donne le concept de l'intuition. Mais pour arriver à quoi en conclusion ? Ben, grosso modo, de toute manière, hein, si on prend Kant après Spinoza, on ne peut pas, par l'intuition, atteindre au réel. Et Bergson dira, le seul réel qu'on peut atteindre, c'est par l'intuition. La science pourra atteindre le réel en allant dans la partie, en trouvant quoi ? Le mystère au cœur.
Donc il n'oppose pas les deux éléments, mais il permet de comprendre qu'il n'y a pas une seule manière d'appréhender le réel. Et il va être obligé de commencer, il va dire, voilà, c'est une nouveauté, parce qu'on est déjà dans un monde qui est beaucoup plus mécaniciste, on est dans un monde qui, comment dirais-je, qui pense développer, on est au cœur de cette quand même idéologie du pouvoir général de l'homme avec son intelligence sur le monde, qui va tout tenir, etc. On est sur une vision de l'évolution extrêmement linéaire, même si ça commence à exploser dans son moment, oui, avec la psychologie qui se redéveloppe, la psychanalyse, à travers l'inconscient, à travers, comment dirais-je, la science elle-même, qui commence à développer la relativité. On commence à rentrer dans un tout autre paradigme qu'on n'a pas encore du tout digéré aujourd'hui, métaphysiquement, concrètement. Donc, il arrive dans ce moment, dans ce changement de siècle, où la question du nouveau, de l'inouï ou de l'intuition, c'est pas que ça n'a pas d'antécédent. Vous prenez toute la philosophie orientale, cette question comment dirais-je, d'être plutôt du côté du mouvant, et de la transformation des choses et de l'inouï, etc., on y est beaucoup plus qu'en Occident. Le philosophe en tant que tel n'a pas forcément à faire du nouveau, on est emporté de l'inouï. Simplement, il amène son intuition dans le temps, il se confronte aux idées dominantes de ce temps, et il va passer sa vie, grâce à cette confrontation, à essayer de nous le faire saisir, de nous le faire penser, de nous donner des images. Pour faire quoi? Pour se réincorporer au cœur de la vie et du mouvement, pour Bergson, c'est-à-dire, dans le fond, pour retourner à une philosophie pratique. Ça va? Et par rapport à son temps, comme pour Nietzsche, même dans le temps par rapport à Pascal, l'application de la philosophie, dans la capacité de retourner à de l'intériorité, à redonner prédominance à l'esprit par rapport à la matière, c'est totalement novateur. Dire que la matière, c'est de l'esprit densifié, il ne le dit pas dans ces termes-là, mais il sort de l'opposition dans laquelle nous sommes encore profondément plongés dans le descartisme, dans la pensée de Descartes, etc. Cette opposition de la matière et de l'esprit. Il nous dit, voilà, dans le mouvement, dans le moment, il est clair qu'il y a un esprit qui se développe à l'intérieur de la matière, qui donne, c'est un élan vital, qui ne doit pas nous faire sortir de l'expérience, du vivant, de l'intensité de nos vies, mais ce n'est pas pour nous amener vers la matière, ça peut tout à fait nous amener vers l'esprit. Présent. Voilà. Donc, on n'est pas en train de chercher de l'innovation, de l'inouï, il est en train, comme tout grand philosophe, de prendre des mots qui ont des acceptations très diverses. Il n'a pas inventé l'intuition, il n'a pas inventé l'imagination, il n'a pas inventé cette question de développement de l'inouï, de cette vision de création permanente, etc. Simplement, il a la force de la réincorporer sous une autre forme, avec une autre angle d'image, dans un temps profondément hostile. Et c'est pour ça qu'il fonde une grande partie de la philosophie contemporaine. Beaucoup vont se situer par rapport à lui, s'opposer, et beaucoup de choses qu'il va développer vont devenir des classiques dans notre manière de voir le monde. On ne sait pas que c'est Bergson, mais c'est Bergson. Ça va? Pause. Alors, donc par rapport à notre question du temps, son essence étant passée, aucune de ces parties n'est encore là quand une autre se présente. Le temps, dans cette vision-là, est mobilité, c'est ce qui se fait. Donc on sort de la prévision, qui est toujours du passé qu'on projette dans le futur. On rentre vraiment dans la durée. La durée, on va la sentir, cette sensation, on va la vivre, dans le sens où on est présent dans une continuité indicible, inséparable, insécable.
Et donc, on rentre dans quelque chose de très mouvant, parce que ça se fait. C'est pas du tout fait. Ouais, on sent bien qu'il y a quelque chose dans l'homme, dans tout notre amour de l'art, dans tout notre amour de tout le génie de ce qu'est l'expression de l'être humain, que ce qui nous intéresse le plus, c'est l'improbable dans le fond de nous-mêmes, on pourrait dire, et pas le probable. Ce qu'on cherche dans notre vie, c'est l'inouï, et pas la mécanicité, l'habitude. Mais l'instinct et l'intelligence, l'instinct de survie, à utiliser l'intelligence, le cerveau, l'ensemble de nos capacités pour nous adapter et être ici présent. Mais c'est un choix évolutif, nous dira Bergson. Et c'est évident, quand on va parler d'un autre choix évolutif, ça va être difficile pour nous de définir l'intuition. Qu'est-ce que c'est que cette voie d'accès au réel qui n'est pas celle dans laquelle nous avons défini complètement notre identité? Qu'est-ce que tu appelles le réel, là? Qu'est-ce que serait le réel pour un scientifique? Ce qui est là. Non. Le réel pour le scientifique, les preuves. Une preuve par une théorie, voilà. Par une théorie, et que l'expérience va vérifier, va être capable de recréer, etc. On cherche des choses qui sont fixes, qui se recréent, etc. On dit, voilà, c'est ça le réel. Il va dire, pour la matière, il n'y a pas d'autre accès au réel possible. Et vive la science. Mais d'un point de vue de ce qui définit l'être humain, comme tu le disais tout à l'heure, on a besoin de sens à notre vie. On a besoin d'orientation. C'est pas parce qu'on va connaître les lois et l'ensemble des éléments par le travail scientifique de comment les choses sont venues à l'existence, se développent ou autres, que ça va nous donner le sens de la vie. Ça va? Et donc, c'est là où Bergson dit, voilà, la philosophie, je vais essayer de travailler, ou de réintroduire dans la philosophie une nouvelle méthode. Un nouveau cheminement pour atteindre le réel. Et le réel, dans ce sens-là, comme c'est un spiritualiste, bien sûr que c'est l'esprit. Et l'esprit n'est pas forcément l'intelligence, simplement. Donc, si la science, son rôle par rapport au temps, c'est de le mesurer, c'est de prévoir, elle va extraire et retenir du monde matériel ce qui est susceptible de se répéter. Elle cherche des choses fixes, c'est son travail. On fait une expérience, on découvre, je ne sais pas, quelque chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière, on téléphone aux autres accélérateurs, machin, à travers le monde, on dit, bon, il faut refaire l'expérience, il faudrait que ce soit vérifié par ça, parce que ça peut être l'instrument qui a... Et on entend déjà à la radio, oui, parce que c'est possible que c'est passé dans une autre couche, une autre dimension, et du coup ça aille plus vite, etc. On dit, c'est raté, là, on n'a pas été confirmé par l'autre accélérateur ou autre, et on repart à zéro. Ou oui, c'est confirmé, tiens, incroyable, on a réussi à le faire. Mais il y a toujours cette idée que ça doit pouvoir se répéter. Et vous avez vu la répétition de Bach ? Vous avez vu un deuxième Mozart qui arrive? Vous avez vu un deuxième grand sage? Non, c'est quelqu'un d'autre qui va amener son côté inouï dans un siècle. Il va utiliser les matériaux, les éléments, les instruments de musique, les choses, mais il va apporter quelque chose de tout autre. Vous avez eu deux grands mystiques identiques, deux grands artistes, deux éléments. Et ce qu'on aime, c'est qu'ils sont différents. Les copistes vont travailler ensuite. L'éternel recommencement, c'est quoi alors? On retourne chez Nietzsche. C'est la capacité par rapport à ça de pouvoir revivre les mêmes choses qu'on a vécues avec le même élan vital. Parce que c'est la conscience qui est en jeu. Et si toi tu bouges et tu revis la même chose que ce que tu as vécu 10 ans avant, c'est la même chose ou pas? Et tu en feras la même chose ou pas? Si tu es resté vivant, si tu as l'Aphrodite d'or grecque, c'est-à-dire l'éternelle jeunesse, tu vas faire de la chose qui se présente là, toute autre chose. Donc,
C'est l'éternel élément, hein. À la fois tout est répétition et en même temps, même dans le principe intuitif là-dessus, on donne à manger à son, on prend cet exemple, on donne à manger à son enfant et en même temps on va ouvrir la bouche. Neurone miroir, on dirait aujourd'hui, hein. On répète à l'intérieur quelque chose qui est à l'extérieur. Mais peut-être c'est aussi déjà à l'intérieur et que ceci me permet de me constituer, etc. C'est-à-dire, l'esprit, hein, qui saisit l'esprit lui-même dans cette définition de l'intuition, n'est pas quelque chose qui nous coupe du réel, du monde ou autre. Parce que Bergson, en nous réintégrant dans le temps, nous réintègre dans l'univers et dans la nature. Parce que la catastrophe métaphysique de l'Occident, c'est que, en situant, en privilégiant l'être, ou même la vision de Dieu comme moteur immobile, etc., sur ça, on prend Aristote, en privilégiant cette voie-là, il n'y a pas de sympathie avec le caillou. Ça paraît un peu bizarre. Hein. Parce que là, on est déjà en train de se dire, tiens, quand même, ce serait quand même bien d'avoir de la sympathie avec le monde animal. Hein, si on est en lien avec le monde animal, les élever en batterie, machin, etc., avoir une vision purement utilitaire par rapport à ça pose problème. Il faudrait quand même avoir un lien quand même avec le monde végétal. Ouh là 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 là, mais quand même, on ne pourra pas nourrir l'humanité, et puis on ne pourra pas nourrir Monsanto. On ne pourra pas nourrir, il y a beaucoup de monde qu'on n'arrivera pas à nourrir. Les multinationales. Bien. Donc, avoir de la sympathie avec le végétal, dans le sens de comprendre qu'on partage quelque chose avec le monde végétal, là déjà, c'est quand même un peu plus compliqué. Même en retour à la vie simple. Avec le caillou. Ça va ? Minéral, végétal, animal, humain, et toute autre forme inouïe. Nous cherchons la vie dans l'univers. On envoie un truc qui dit, avec une petite musique de Bach, un petit machin, dit, qui nous ressemble. Il est extraordinaire, Platon, dans une œuvre de fin de vie. Il dit, voilà, grue, dans la problématique de l'homme, hein, dans sa simplicité, c'est grue, une grue, hein, ou non grue. Hein, j'ai tout ça. Dans la vision la plus fermée sur nous-mêmes, c'est l'autre, c'est une grue ou c'est pas une grue. Si c'est pas une grue, c'est un ennemi. Si c'est pas moi, l'autre, c'est un ennemi. Ou un esclave potentiel. Si j'ai un côté prédateur, qui n'est pas le cas pour la grue a priori. En tout cas, entre grues. Ça va ? Donc soit c'est un ennemi, soit c'est comme moi. Donc nous, on envoie des trucs dans l'univers en disant la vie, s'il y a de la vie et il y a de l'intelligence, ça doit avoir 2 yeux, 2 oreilles. Même les plus fous des extraterrestres ont quand même des trucs pour qu'on les reconnaisse. Hein, dans l'imagination, la science-fiction, etc. C'est quand même incroyable, notre capacité de faire qu'une chose qui est vivante, c'est nous, éventuellement en plus grand, ou surtout c'est mieux avec un peu moins d'intelligence que nous, parce qu'il faut quand même garder notre supériorité dans la guerre des étoiles. Ça va ? Donc, c'est incroyable. Hein, vous allez rentrer chez vous, votre maison qui est en pierre et votre caillou en disant être ou ne pas être, et là, être en mouvement ou pas en mouvement. C'est la chose la plus statique, hein, l'esprit le plus densifié qui s'appelle la pierre. Mais est-ce que la pierre serait pas vivante ? Et il n'y a pas d'ailleurs un peu de pierre à l'intérieur de nous. On dit, oh tiens, il faut que je prenne du calcium, du machin. Nous sommes constitués de quoi ? De terre, d'eau, d'air et de feu, disait le sien. On est constitués de tout ça. On est à la fois minéral, végétal, animal, et normalement, nous avons d'autres potentiels. Mais non, le plus grand des potentiels humains qu'on a étudié, c'est l'intelligence, donc il ne faut pas aller voir au-delà. Eh bien, personne, il va voir au-delà, pas le seul. Mais il nous emmène à une frontière. On n'est pas très assuré, et en même temps, c'est ça qui nous apportera de la précision. Puisque dès qu'on refuse une dimension, dès qu'on ne fait que spatialiser le temps, dès qu'on cherche la fixité pour mettre les choses dans des lieux ou dans des éléments, on perd une opportunité d'une autre possibilité de jaillissement d'autres pouvoirs à l'intérieur de nous-mêmes. Les pouvoirs latents de l'homme.
Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Bergson, et au moment où il va sortir les deux sources de la religion et de la morale, ou quand il va nous parler des mystiques, ou quand il va commencer à exprimer une autre partie de lui-même, dans un temps très scientiste par rapport à ça, beaucoup de gens ne vont pas le suivre. On dit oh, c'était génial Bergson jusqu'à ce qu'il décrive les deux sources de la religion et de la morale, jusqu'à ce qu'il nous parle d'une des conséquences possibles, d'une autre vision, d'une autre approche. Fascinant. On accepte toujours chez l'autre, gru ou non gru, tant que ça va dans notre sens, ça va, mais quand il est un peu plus loin par rapport à l'inouï, c'est difficile. Bon. Donc l'intelligence est destinée surtout à préparer et éclairer notre action sur les choses. L'intelligence est du côté de l'action. L'intelligence vise avant tout à nous rendre maîtres de la matière. Et c'est pour ça qu'elle peut ruser, qu'elle peut être intelligence rusée, qu'elle est métisse, la figure d'Ulysse, etc. sur ça. Elle se préoccupe avant tout d'agir. La valeur des théories scientifiques se mesurant toujours à la solidité de la prise qu'elle nous donne sur la réalité. Solidité de la prise sur ce qu'on appelle la réalité. Et la réalité, dans ce temps de Bergson, est avant tout physique. C'est ça la réalité par rapport à cette question. Qu'est-ce que le réel ? Ben voilà. Quand même, le réel, c'est ce qui se répète, ce qui se touche. Alors après, la science va beaucoup évoluer en disant, bon, ben, en fait, ça, c'est fait de 99,9% de vide, c'est bizarre, ma main, il passe pas. Parce que c'est... différents plans, différents éléments. La science va devenir très métaphysique, mais sans nous donner le sens de la vie. C'est ça la question. Il y a une métaphysique de la science. Elle pourrait et elle devrait être profondément reliée à la philosophie, parce qu'elle doit pouvoir nourrir la philosophie. Et la philosophie nourrir la science. C'est toute la tentative et le travail de Bergson, une des dernières tentatives, on pourrait dire, très puissante pour ne pas opposer les deux. Et la définition même de la science a beaucoup évolué. Et on pourrait dire qu'elle s'est réduite. Elle s'est énormément développée, mais en se réduisant, cette définition de la science. Parce que entre science, sophos, sagesse, connaissance, explication même du réel, vous avez toute une évolution peu à peu du langage pour la mettre du côté purement d'un mode de connaissance lié à l'intelligence, et pas justement à l'intuition. Pas à la captation directe de l'esprit par l'esprit lui-même. C'est des choix. Donc, l'intuition, on va essayer d'en faire une méthode philosophique. Et pour ça, évidemment, il faut un peu opposer, caractériser pour dire l'intelligence, il y a une impuissance de la pensée conceptuelle. Impuissance à la pensée conceptuelle, quand il arrive déjà, cette impuissance de la pensée conceptuelle à atteindre, et on va être obligé de donner une image spatiale, d'ailleurs, le fond de l'esprit. L'essence des choses. Et donc, il y aurait une faculté, il va dire à un moment donné, supra-intellectuelle, parce qu'il faut quand même essayer de la... supra-intellectuelle, parce que la référence étant l'intelligence, il faut dire au-delà, la métaphysique, au-delà de la physique. Non, il faut essayer de dépasser effectivement ce qui pourtant est la seule chose pour nous qui nous permet de communiquer et de partager. Dans un monde qui n'a plus de symboles, qui a peu de symboles, qui utilise peu l'image, peu l'imagination, qu'on restreint ça au domaine de l'art et des artistes parce qu'ils sont un peu différents, donc ils captent leur réalité. Bergson a dit non, il ne capte pas que leur réalité, l'artiste, il capte aussi la réalité. Il nous donne à voir. Et c'est dans ce sens-là, la métanoïa, le retournement, est aussi présent chez Bergson, dans le sens où il faut changer de point de vue. C'est plus réel ce que nous montre l'artiste que ce que perçoivent nos sens en tant que tels. Et pourtant, nos sens et notre perception nous permettraient, à travers l'artiste, de percevoir cette même réalité. Donc on a besoin d'intermédiaires, on a besoin d'images, on a besoin d'éléments, mais on a tellement diabolisé l'image, on a tellement diabolisé ces éléments-là. Platon lui-même, par rapport à ça, voilà, l'image de l'image, etc. C'est pas la réalité c'est ce qui est toujours éternel derrière, etc. C'est pas que ça, mais je prends une caricature du platonisme.
un des arrière-mondes de Nietzsche, de cette capacité de beaucoup s'agiter par rapport à Pascal, pour oublier une chose qui est pourtant évidente et très rationnelle dans les faits, c'est la mort. Dans les faits. Donc, on a cru que l'intelligence pouvait opérer dans le temps. Et on en a conclu que dépasser l'intelligence consistait à sortir du temps. Hein, là, on a l'élimination du temps est l'acte habituel, normal, banal de notre entendement. La relativité de notre connaissance de l'esprit vient précisément de là. Il faut se replacer dans la durée et ressaisir la réalité dans la mobilité qui en est l'essence. Plutôt que commencer à mettre l'essence dans l'être, on va mettre l'essence dans le mouvement. Qui va, on pourrait dire par rapport à ça, quelque part, exprimer l'être. Si la matière, c'est de l'esprit densifié, hein, l'artiste, le sculpteur, hein, il va prendre l'idée, mais pour nous la faire voir, il va la montrer à travers la matière. Il va nous la faire percevoir à travers nos sens. Mais tout ça est intercommuniqué, interrelié. C'est de notre sens au déclenchement par sympathie de notre intuition, de ces éléments qui est à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur du minéral, du végétal, de l'animal. Cette réincorporation de monde dans l'univers, ce retour à cette vision de l'homme en tant que microcosme, petit univers par rapport au grand univers, qui est un peu inouï pour nous. Hein, qu'un atome avec ses électrons, etc., est un petit système solaire. C'est inouï pour nous. Parce qu'on a beau agrandir, machin, etc., ou essayer de le voir, on ne voit toujours qu'un électron. On ne voit pas ça comme une planète. Ça va ? C'est très difficile pour nous. Que l'infiniment petit, l'infiniment grand, que tout ça est interconnecté, est interrelié. C'est inouï parce que notre intelligence dit « je cale ». J'arrive pas à me le représenter. Il ne faut pas que ça se présente à moi. Il faut que ça se représente pour que je puisse l'analyser, éventuellement le comprendre. Et c'est pour ça que la seule chose que peut faire le philosophe, c'est de dire « bon, je sais que je ne sais rien ». C'est-à-dire, je n'accepte pas de vouloir maîtriser les choses par une représentation. J'accepte de me confronter, d'être au cœur du temps, de vivre le temps et l'expérience comme avec l'ensemble des obstacles qui me permettent de pouvoir rentrer en contact avec le réel et en même temps, seule possibilité d'être avec le réel. Parce que sortir du temps, ce n'est pas être dans le réel. Voilà ce que nous rappelle Bergson. Et comme toujours, quand grand mouvement de balancier, il va essayer d'en rajouter un peu, pas de faire un haro sur l'intelligence, mais d'en rajouter un peu en disant, bon, il faut quand même qu'on en comprenne les limitations. Pas pour l'éliminer, cette intelligence, mais pour comprendre que ça possède naturellement ses limitations. Ça nous amène, pour le sens de la vie et de l'existence, à un cul-de-sac. Bien que, plus la science avancera, plus elle nous dégagera potentiellement une métaphysique, et plus sans doute ça se rejoindra. Donc, on va prendre comme méthode on va essayer de fonder une métaphysique vraiment intuitive, comme il dit, qui suivrait les ondulations du réel. Waouh! L'unité de notre réalité, et non pas cette unité abstraite et vide. L'unité de notre réalité dans le temps. Pas saisir une unité hors du temps. Vous savez, quand Heidegger va se plonger sous un autre angle, l'être et le temps. On est bien dans une immense dynamique réflexion où on a besoin de refonder, de repenser notre relation à la vie, au réel, aux éléments, dans lequel on est tombé sur une impasse en surdéveloppement l'être, l'esprit, et donc du coup la vision systémique, ou des systèmes, pas systémique, la vision d'un système fermé, clos, qui englobe toute la réalité. Donc il y a besoin de se réouvrir sur autre chose. Et donc ça nous fait très peur, on parlait du travail de Bergson avec tout le monde des expériences psychiques, etc., sur ça, toutes les choses qu'il a essayé de développer dans sa vie. Bon, pour nous, tout de suite, oh là là,
expérience psychique. Hein. À cette époque-là, on avait beaucoup de sociétés d'études des phénomènes psychiques. Après, on a développé, même même les Russes, les Américains et tout le monde dans la guerre froide, ont développé ces systèmes de travail de télépathie, d'autres formes de développement de potentiel de l'être humain par rapport à la psychologie et la parapsychologie. C'est de dire, bon voilà, il y a un potentiel dans l'homme. Alors l'intelligence dira, bon, on n'utilise qu'une petite partie du cerveau. Et comme on disait tout à l'heure, mais pourquoi toujours rapporter tout au cerveau ? On s'aperçoit qu'il y a des choses indépendantes du cerveau qui ont leur propre intelligence, comme le cœur, bien sûr, mais le ventre aussi, mais plein de choses. Et plus ça va, plus on est en train de se dire, hein, là, il n'y a pas un seul lieu, il n'y a pas un seul élément. Hein. Même dans l'homme augmenté, on se dit que c'est bizarre, on n'y arrivera pas quand même forcément à pouvoir mettre de la conscience. Hein. Comment on transporte la conscience ? On peut transporter l'ordinateur central que nous avons, mais la conscience, ça marche comment ? C'est bien ça dont on parle. Oui. Tu as employé le mot télépathie. Est-ce qu'on peut dire que ce serait un synonyme d'intuition ? C'est plus la problématique de rentrer en contact avec l'autre par rapport à ce que toi-même... C'est un système de communication. Ça va ? Qui va utiliser d'autres modes de contact, hein, sur le fait qu'effectivement, si on ne spatialise pas, on peut rentrer en sympathie, hein, et on peut communiquer indépendamment de l'espace. Après, tout ça va se développer vers les éléments spécifiques. Et Bergson, c'est un réouvreur de chemin par rapport à ces éléments-là. Et vous comprenez qu'il évolue dans un monde philosophique, donc dans son temps, profondément lié à la science, s'il veut être pris au sérieux. Et déjà, il n'est pas très pris au sérieux par les philosophes eux-mêmes, hein, mais il est pris au sérieux par les scientifiques, par ceux qui tiennent le temps, le pouvoir dans son temps. C'est déjà plus les philosophes qui tiennent le pouvoir dans son temps, c'est les scientifiques. C'est vers eux qu'on se retourne pour savoir ce qui est réel. Et Bergson, parlant le langage de la science, développant une philosophie profondément de précision pour parler de l'esprit, de la spiritualité et autres, il est au cœur de son temps, il se confronte, on pourrait dire, au cœur de l'ennemi. C'est pas un ennemi, hein. Mais il parle le langage du pays, du lieu, de la vision du réel de son temps pour expliquer qu'il n'y a pas que ça. Et c'est là la puissance du personnage, la force du personnage. Parce que c'est très facile d'avoir une vision spiritualiste, une vision mystique, une vision de la philosophie orientale ou autre. Mais être capable de le traduire pour que ça déstabilise quand même dans son temps, voire que ça puisse nourrir la science, hein, toute la science de l'anthropologie ou tout ça, l'homo faber, l'élan vital, beaucoup d'éléments que Bergson vont passer dans le langage commun et autres vont être utilisés. Hein, je parlais de Morin avec la vision de la complexité, etc. Sur ça, il y a beaucoup d'éléments qui vont être récupérés par rapport aux uns aux autres. Bon, tout le monde ne cite pas toujours ses sources pour savoir ce qui l'a enfanté ou ce qui l'a engendré. Mais c'est un ouvreur de chemin dans le sens où il y a un avant, il y a un après Bergson. Après, chacun le digère, le réutilise, le travaille. La science elle-même va reprendre un ensemble de ces éléments. Et ce qu'elle dit aujourd'hui peut être parfois, dans sa manière d'approcher l'expérience, à une certaine relativité même de l'expérience, etc. Tout ça, c'est pas du tout ce qu'on disait au XIXe siècle ou au passage entre les deux siècles. On finit par oublier que naturellement, la philosophie, la réflexion, la pensée, mais aussi une forme d'intuition, permettent de réensemencer, permettent de mettre en place des graines nouvelles ou de changer notre approche et donc quelque part la projection de ce que pourrait l'homme de demain. Peut-être la future humanité, l'homme nouveau dont nous parle Nietzsche, est un être intuitif. C'est très choquant pour nous par rapport à notre rapport aux jeunes parfois, en disant quel manque de culture. Quel manque de connaissances on est en train de dire par rapport à ça. Au niveau de l'histoire, au niveau de la littérature, au niveau de trucs, franchement. Et en même temps, il y a des choses qui semblent capter que nous, on a un mal fou à capter. Il y a une manière de réfléchir le rapport au monde économique, au monde qui nous entoure, le rapport à l'eau, des éléments, où il semblerait qu'il n'y a pas forcément le même référent, le même logiciel, pour être clair. Le même système d'exploitation.
c'est pas du Windows, c'est pas de l'Apple, c'est encore un autre truc. Ça va? C'est pas dire que tous les jeunes sont comme ça, mais que naturellement, par rapport à ça, chaque temps permet de voir aussi des éléments de développement qui ne sont pas simplement, qui n'existent plus un certain nombre de choses du passé, mais qu'il existe d'autres captations, d'autres éléments. C'est pas automatique, c'est pas instinctif, c'est du potentiel, c'est une possibilité, mais qui effectivement, méthode de management, de gouvernance, de relation, ça n'a pas les mêmes réflexions, les mêmes référentiels. C'est pas forcément abouti, c'est pas forcément que c'est génial, c'est le nouveau référentiel, c'est merveilleux. Il y a autant de bêtises que de bonnes choses, il y a plein d'éléments. Mais on doit accepter aussi par rapport à l'évolution de l'être humain que on n'est pas comme un homme du 19e, comme un homme du 18e, comme un grec, etc. Il y a des invariants, mais quelque part, l'expérience que fait l'humanité peut nous amener vers des domaines beaucoup plus inouïs. Une ouverture. Oui. Le mystère, peut-être petit à petit, pénétrer les Grecs, leur vision atomiste nous a conduit à la vision actuelle. Tu parlais de si on agrandissait, il n'y aurait que du vide, la matière, le concret, etc. Mais il n'y a que du vide. Pourquoi? Parce que le modèle planétaire de l'atome de Bohr, il a été trouvé par Rutherford, qui bombarde une feuille d'or pour arriver en démonstration expérimentale au fait planétaire. Parce qu'il y a une cible, les neutrons frappent, et il dit il n'y a pas d'autre possibilité, tout le monde est d'accord là-dessus. Et donc tu as affaire à des atomes d'hydrogène, là, qui, avec un microscope électronique, c'est que du vide. Mais il y a une chose de plus, c'est que tous ces atomes, je prends 2 atomes d'hydrogène, ils se repoussent avec une force fantastique, qui s'appelle la force de Pauli, ou le principe de Pauli. Sinon, tout s'écroulerait et l'univers entrerait dans un ballon de football, ce serait ses dimensions. C'est-à-dire, c'est que du vide, mais ce vide, il est même structuré lui-même. Et il se tient lui-même. Voilà, c'était ma petite. Ça nous ouvre, et merci beaucoup. C'est des images qui nous ouvrent une intuition. D'ailleurs, on a fini avec le ballon de football ou autre, qui était plus proche de nous, effectivement. Alors, enfin, l'OM est présent dans cette conférence. Extraordinaire. Et c'est pour ça que quand la science arrive à verbaliser autrement, parfois on dit vulgariser, parfois on est obligé de diminuer, on est obligé de donner des images qui ne peuvent pas représenter l'immensité pour que tout le monde puisse saisir. Mais en même temps, si on fait confiance que de toute manière nous sommes constitués de tout ça, nous ne sommes pas à côté de l'univers, nous ne sommes pas hors de ce temps en train de regarder tout ça nous constitue. Ça peut rentrer, comme dit Bergson, c'est un mot très important pour lui, en sympathie. En sympathie. Qu'est-ce qu'il nous raconte sur la sympathie? Capacité de rentrer en relation avec d'autres formes de réalité, vitale ou non vitale, telle que nous on l'appelle vitale. C'est-à-dire mouvement perceptible ou non. La pierre a un mouvement, c'est pas perceptible pour nous. Sympathiser avec les autres formes de réalité, rentrer en relation avec les autres formes de réalité pour la sympathie, vitale ou non vitale. La vie, dans ce sens-là, c'est une des formes de la durée. Chacun va essayer de développer ce qu'est la vie, ce qu'est le réel, etc. sur ça. Et donc, on a une intuition possible de l'univers, parce que nous sommes partie intégrante de l'univers. Ça nous paraît très bizarre, l'intuition, quand on se situe nous-mêmes comme le Dieu immobile, loin du monde, hors de la réalité. Mais si on est constitué de tout ça, si nous pouvions percevoir, si nous pouvions ressentir l'ensemble des mouvements de toutes les choses, de tous les éléments qui nous constituent, physiques, énergétiques, émotionnels, mentaux, nous ne connaîtrions pas simplement des lois physiques ou des lois énergétiques, domaine d'investigation de la science qui nous amène vers le mystère, parce que tout est intégré, tout est relié.
Mais dès qu'on commence à vouloir pénétrer le mystère de la psyché, de l'âme, de ce qui anime les choses, et dès qu'on veut pénétrer le mystère de l'esprit, de la conscience, on sent bien que les instruments, on n'a pas consacré depuis le début de l'humanité toute notre énergie à ça. Arrêtons-nous quelques secondes pour le plaisir. Dans notre propre vie, notre journée, notre semaine, le connais-toi toi-même. On y consacre quelle énergie? Imaginez que notre investigation sur la matière physique et énergétique, nous avions la même intensité, la même orientation de nos sociétés, notre organisation, pour comprendre ce qu'est l'homme, ou ce qu'est la conscience dans le temps de l'homme, ou ce qu'est la durée. Vous imaginez, on en a tous les moyens. Et comme disait Pascal, on fuit totalement l'intériorité. Dès qu'on se retrouve seul avec soi-même, on s'ennuie. On va préférer aller faire la guerre, on préfère aller faire plein de choses, pas simplement, parfois très peu pour le résultat, mais on se ment. Notre intelligence nous ment sur le fait qu'on fait ça pour telle raison, telle raison, telle raison. Il y a Socrate ou le Taon d'Athènes qui arrive, qui nous pique, qui nous rappelle dans le temps, mais pourquoi tu fais ça? Je fais ça pour mes enfants, pour aller travailler. Et il creuse. Je fais ça pour oublier qui je suis. Parce que la confrontation au néant de notre connaissance de nous-mêmes, alors on se dit, bon voilà, quand il y en a un gros pépin, quand on est licencié, ou quand l'autre nous quitte, ou quand il y a quelque chose, ou quand il y a la mort bien sûr qui apparaît, ou la maladie, dans le moment de la remise en cause, on dit voilà, bon, le problème c'est qu'il faut la souffrance, la maladie, la vieillesse et la mort, généralement pour réveiller l'être humain en se disant, mais dans le fond, qu'est-ce que ça a comme sens tout ça? Et après il dit c'est absurde, machin, je pose les questions à l'univers, il ne me répond de rien. Le monde c'est Sisyphe, a poussé ma pierre, redescend et autres. Et comme dit Camus, oui, mais Sisyphe, génial. Pendant qu'il redescend, il peut se poser la question sur qui il est. Ça va? C'est-à-dire, dans cette durée, parce qu'il y a un moment où il ne remonte pas la pierre en haut, il y a un moment où il est obligé de redescendre pour pouvoir la repousser et la remonter. Le mythe de Sisyphe chez Camus, extraordinaire comme démarrage. Il écrit L'étranger et le mythe de Sisyphe en même temps. Fantastique. Et oui, là, il y a quelque chose qui se passe, ça s'appelle la conscience qui commence à exister. Mais la problématique, comme dira toutes les sagesses, c'est pourquoi faut-il tant souffrir? Pourquoi faut-il être face à la maladie? Le bouddhisme nous rappellera ça de manière grande, mais le stoïcisme autre. Pourquoi faut-il être toujours face à la vie, c'est-à-dire au mouvement, au changeant, fait de quoi? De la maladie, de la vieillesse et de la mort, de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Pourquoi faut-il face à ce conditionnement que nous ne pouvons pas changer pour que la conscience commence à se dire « Tiens, mon intelligence ne maîtrise pas la vie. Et donc, puisque j'ai la possibilité d'en avoir conscience, j'ai une possibilité par rapport à ça d'avoir une vie spirituelle. » Et donc, nous consacrons rien à la connaissance de nous-mêmes. Mais rien. Même marquer un élément au milieu d'une page pour se poser 3 questions, ça commence à nous fatiguer avant de commencer. D'ailleurs, on ne commence pas. Sauf que vous avez quelques semaines devant vous avant le prochain jeudi philo. Bon, bien sûr que chacun a sa vie intérieure, chacun a sa vie spirituelle, chacun a peut-être quelque chose. Mais bon, pour me connaître bien moi-même, c'est faible, c'est moindre, c'est peu. Et entre-temps, on s'occupe à plein de trucs. On commence à réfléchir sur nous-mêmes. Tiens, j'ai un peu soif. Tiens, j'ai faim. Tiens, il faut que j'appelle machin. Tiens, je suis en retard sur ce truc-là. Tiens, il y a cet élément à faire. Tiens. Laissons-nous emporter par le temps. Pas en conscience du temps. C'est-à-dire en vécu du temps comme une durée. De quoi? De conscience. C'est ça qui doit durer. L'attention. Être présent.
pour pouvoir voir les choses comme des continuités. Bon, donc c'est évident que, comment dirais-je, utilisant une telle force, sauf pour ces philosophes qui viennent au jeudi philo, quelques heures par semaine pour pouvoir penser et repenser tout ce qu'ils ont lu dans le temps intermédiaire et déjà réfléchi sur eux-mêmes pour lui donner une forme adéquate. Non, pour nous apporter leur sagesse aussi, parce qu'on est tous pareils. Mais cherche-t-on? Non. Peu. Amoureux. Voilà, c'est pour ça qu'on dit, bon voilà. La seule solution de faire la philosophie, c'est d'être amoureux déjà de la sagesse. Il faut que ça passe par l'amour, parce que de toute manière, on ne le fera pas par intelligence. On philosophe par nécessité, dans le sens où on est confronté à la maladie, à la vieillesse, à la mort, aux problèmes ou autres, et donc dans ces cas-là, on se pose quelques questions. Ou on philosophe, c'est la proposition qui est toujours faite, parce qu'on est amoureux. Et Bergson, c'est extraordinaire. Il est très rationnel, carré, vous lisez ces éléments, c'est extrêmement préparé, c'est extrêmement, il va donner un cours en éléments, c'est très préparé. Et à un moment donné, il se met en contact, en sympathie avec, grâce à sa propre intuition, avec quelque chose de vital et de cet élan vital, et là, il devient un peu inouï. On relit 10 fois les lignes, on dit, bah, comment est-il capable d'écrire ça de manière concentrée? Juste un petit bout avant de clôturer. Ramenons notre perception à ses origines et nous aurons une connaissance d'un nouveau genre, sans avoir eu besoin de recourir à des facultés nouvelles. Ressaisissons-nous au contraire, tels que nous sommes, dans un présent épais et, de plus, élastique, que nous pouvons dilater indéfiniment vers l'arrière en reculant de plus en plus loin l'écran qui nous masque à nous-mêmes. Ressaisissons le monde extérieur tel qu'il est, non seulement en surface, dans le moment actuel, mais en profondeur, avec le passé immédiat qui le presse et qui lui imprime un élan. Habitons-nous, en un mot, à voir toute chose sub specie durationis. De voir toutes les choses avant tout comme une durée. Aussitôt, le raidi se détend, l'assoupli se réveille, la mort ou le mort ressuscite dans notre perception galvanisée. Les satisfactions que l'art ne fournira jamais qu'à des privilégiés de la nature et de la fortune, et de loin en loin seulement la philosophie, ainsi entendue, nous les offrirait à tous, à tout moment, en réinsufflant la vie aux fantômes qui nous entourent, et en nous revivifiant nous-mêmes. Par là, elle deviendrait complémentaire de la science, dans la pratique aussi bien que dans la spéculation. Avec ses applications qui ne visent que la commodité de l'existence, la science nous promet le bien-être, tout au plus le plaisir. Mais la philosophie pourrait déjà nous donner la joie. Envolée lyrique bergsonienne, très dense, très concentrée et en même temps très lyrique. C'est des images qui émergent, quand on commence à dire, voilà, on analyse en disant, c'est très précis et en même temps très imagé et d'un autre côté vague. Mais ça nous clarifie bien les mouvements complémentaires, son intention est claire, son mouvement est clair, ça rentre en résonance ou en sympathie, normalement, éventuellement, à quelque chose à l'intérieur de nous-mêmes. Et en même temps, comme un enfant qui n'a pas utilisé cette fonction, ou qui ne l'utilise pas au quotidien, qui ne la travaille pas au quotidien, c'est embryonnaire. Quand on voit les enfants, le temps qu'il faut pour que... et tout le temps, ils vont travailler, développer cette ouverture sur le moment présent, l'extérieur, pour prendre possession du corps, prendre possession du monde, travailler dans le jeu, dans tous les éléments qui se présentent, travailler continuellement
pour faire que ce qui était potentiel s'active. Et donc cette intuition serait une immense possibilité à l'intérieur de l'être humain d'atteindre le réel, sans du tout laisser de côté la science, et qui bien sûr nous amène aussi normalement son garde-fou, ses éléments, sa limite, qui est celle de quoi? De jamais perdre de vue l'expérience. C'est ça la force de Bergson, c'est-à-dire qu'il dit, bon voilà, ce travail intuitionnel, c'est pas pour tourner du côté de l'être, c'est dans l'expérience, dans la vie de tous les jours. Ça doit se voir dans la capacité que ça a de nous rendre joyeux. Il y a beaucoup de philosophies comme ça qui disent, voilà, de toute manière, quand quelqu'un vous donne sa théorie, sa vision du monde, ou ce philosophe, regardez s'il a l'air profondément triste. Peut-être sa philosophie est intéressante, mais enfin, en attendant, allez voir ailleurs. Peut-être l'autre philosophie vous semble complètement loufoque ou bizarre, mais il a l'air vraiment heureux. Alors, à part si c'est sans doute un imbécile heureux, comme moi, mais à part ça, dans d'autres cas, c'est peut-être quelqu'un qui peut nous amener dans des territoires, dans l'utilisation d'outils ou d'éléments que pour l'instant on a laissé de côté. C'est pour ça que la sagesse est toujours folle. Folle sagesse. La sagesse n'est pas raison, connaissance ou simplement intelligence. Elle n'est pas en train de rejouer un film qui existe déjà. Folle sagesse. Et quand il parle de l'intuition, à un moment donné, dans une de ses conférences, il parle de Socrate, il dit cette première forme auquel l'intuition va s'exprimer en nous, il nous donne quand même une piste, c'est par là non. C'est-à-dire, le daimon, c'est-à-dire cet esprit intermédiaire qui parle à l'oreille de Socrate, ou le Dieu qui parle à l'oreille de Socrate, lui dit pas ce qu'il doit faire, lui dit surtout ce qu'il ne doit pas faire. Là, c'est une fausse piste. Là, tu crois que tu es vraiment sûr de toi, etc. sur ça. Réfléchis un peu. Repense cet élément-là. Mais surtout, ouvre-toi à l'impossible autre. Qu'est-ce que fait Socrate quand lui, qui est l'homme le plus sage, il va interroger une Pythie, ou c'est son disciple qui va interroger la Pythie. C'est rigolo, non? Quelqu'un qui rentre en contact avec un autre plan de réalité. Vous avez le serpent Python qui est en dessous, ce qui vient du profond passé et qui en même temps n'a jamais été totalement laissé de côté, maîtrisé. On fait appel à la Pythie, elle ne comprend rien, la Pythie. Vous savez, elle rentre en contact, elle vous dit un élément incompréhensible qui vous fait normalement réfléchir vous. Elle ne vous donne pas la réponse. Elle vous donne une énigme. C'est pour ça que je trouve ça génial que les philosophes grecs avaient compris que pour faire penser l'être humain, il faut pouvoir lui donner de l'impensable, à travers la Pythie, pour qu'il puisse enfin penser. Parce que donnez-lui de la pensée, il va se reposer, il va l'utiliser. J'ai vu un magnifique film sur Gauguin. Et voilà, quand il était à Tahiti, il sculpte un élément. Bon, il arrive, à un moment donné, il n'avait pas un sou, il arrive à vendre une de ses sculptures. Et puis il y a l'autochtone qui le regarde sculpter, qui fait exactement les mêmes trucs, et puis après qui fait des éléments en série. Et ça énerve Gauguin en disant mais c'est pas possible. Pourquoi tu fais ça? Bon, après on passe autre chose sur le film, c'est pas le seul élément, mais on voit que la capacité effectivement est de reproduire l'élément, parce que c'est efficace, c'est utile, ça permet de le vendre. Alors que pour Gauguin, c'est de l'art, c'est une recherche, c'est quelque chose qui va saisir une part de la réalité sur cette sculpture. Bon, je ne sais pas si vous avez vu ce film, vous le reverrez, très très beau, dans cette relation à l'art qui devient un élément d'utilité qu'on reproduit pour faire de... Ou cette notion d'artiste qui a besoin effectivement toujours d'inouï, de tout autre, de trouver la manière de dire toujours la même chose, mais avec quand même des formes pas prévisibles. Et est-ce qu'il y a quelque chose dans notre vie, dans notre semaine, dans notre journée, de totalement imprévisible, et qui reste moral, Il faut toujours se donner une limite, il faut la rappeler. Mais quelle place on fait à la folle sagesse?